car already pointing slightly left. His intentions are absolutely clear. I'm going to get off the line and block Michael's path, but he wants to be careful Michael doesn't streak straight back up the inside. Hold on to your seats then. When the lights go out, Schumacher will be aiming to be in seventh heaven here at Spa-Francorchamps. Plusieurs incidents, événements qui ont lieu au cours de sa carrière et qui lui ont valu une réputation de tricheur, ou tout du moins de pilote antisportif et pas fair-play. What were you hoping for, anyway? A well-adjusted knight in shining armor? No danger of that. You know, let me give you some advice. I'm all ears. Don't go to men who are willing to kill themselves driving in circles looking for normality. Être pilote Formule 1, ce n'est pas donné à tout le monde. En fait, ce n'est donné à personne. Même ceux qui ont acheté leur place ont travaillé dur pour en arriver là. Pour accéder à ce club exclusif, il faut être spécial, exceptionnel, extraordinaire. Il s'agit d'obtenir un siège convoité par beaucoup de culs, plus performant, robuste et capable que celui de Aya Nakamura. Michael Schumacher est né dans les bonnes circonstances pour devenir pilote, né dans la bonne famille, mais pas de bonne famille financièrement. Comme à tout dans son camp, dans sa manche, Michael Schumacher tenait un as, son père. Celui-ci lui a permis de concourir dans des courses dès son plus jeune âge. Rolf Schumacher construit le premier vrai kart de Michael à l'aide de pièces d'occasion montées sur un châssis en bois et de pneumatiques usagés jetés par les autres concurrents. Pour permettre à son fils de concourir, Ralf Schumacher prend un deuxième emploi sur la piste, assurant la location et l'entretien des karts. Et quand les limites financières ont fini par s'imposer sur son père jusqu'au point de ne plus pouvoir les éluder de tours d'ingénierie, il a su faire jouer ses relations. Il aurait approché deux amis à lui, des entrepreneurs locaux, Gert Noack et Jürgen Deuk, pour sponsoriser son fils. En l'emmenant au championnat du monde de karting, c'est même son père qui le fait découvrir Ayrton Senna et cause indirectement l'admiration de son fils pour le coureur contre lequel il finira par disputer des matchs sur la piste. Ce qui est donc très cool, c'est que Schumacher n'a pas acheté sa place, même dès son plus jeune âge. Il avait l'avantage d'être le fils de son père, mais pas dans le sens traditionnel, financier. Michael a été compétitif avec du matériel de merde. Plus que compétitif, il gagnait avec du matériel inférieur à ceux des autres. Et c'est là où on remarque le contraste même avec le fils de Michael, même avec le meilleur matériel du monde que son père lui a sans doute acheté dès ce début. Il ne sera probablement pas aussi bon que son père, qui n'a pas choisi sa carrière par pseudo-prescription divine et génétique qui te servirait sur un plateau le but de ta vie. Il n'est pas facile de vivre dans l'ombre de son père, sans doute, mais il a choisi de poursuivre la même carrière que son père. Il partage la génétique de ce dernier, sans doute simultanément le meilleur enseignant qu'on puisse acheter, mais il partage aussi la génétique de Ralf Schumacher, qui n'arrivait pas à la cheville de Michael. Est-ce que la Formule 1 est vraiment sa passion? Est-ce que c'était juste l'option la plus disponible, évidente, qui se tenait devant lui lorsqu'il considérait son futur? Michael a eu un père bienveillant qui lui a permis d'aller toujours plus loin dans sa passion, mais il a tracé son chemin et allé au-delà des attentes, des espérances, même à l'encontre de certaines attentes et espérances. Again, Montoya defends down the inside. Michael can do nothing this time again. But again, Montoya loses speed in the middle part, and here comes Michael. Michael gets back into Montoya, and Schumacher retakes the lead. From 16th on the grid, did you really believe you could win this one? I knew it's going to be possible to drive certainly in the points and even probably on the rostrum, but to be first, no, I didn't believe this.
Look at the toe that Michael Schumacher's got this side. Coulthard goes to cover the line. Schumacher goes down the outside, and they just about touch. And once again, yes! Fantastic, and the crowd has gone berserk. A puncture on lap 9 dropped him to the back of the field and almost a lap down. But he refused to give up, passing nearly the entire field on his way back to 4th place, finishing just 24 seconds off the race winner. Curve, and they go round the grand curve at a terrific speed. well, we now know. Oh, Bang! What was Coulthard. that? Coulthard David- blowing up. David Coulthard out of the race. Now that's happened to him. It's academic now. What strategy? Schumacher's going for the lead in the Roger. And he's right up alongside and he's going through. Fantastic. Hackett fights back. This is magnificent. I mean, you dream about the ideal result, and that was one of the dreams I have. Ce n'était pas une route facile pour Schumacher, jeu de mots intentionnel. Déjà, au niveau de la scolarité, Schumacher a fait face à des problèmes car il détestait l'école. Problème qu'il a résolu en ciblant les matières qui lui étaient utiles pour ce qui est course de voiture. Il n'était pas bon élève, mais il s'adonnait aux cours d'anglais et on vient même à faire une formation de mécanicien pour parfaire son bagage technique et mieux décrire le comportement d'une voiture. It's terrible. Drives like a pig. Oh, you can't say that. Why not? It's a Ferrari. It's a shitbox. Son formateur avoue qu'il était très bon en pratique, mais pas très sérieux en cours et qu'il a failli sécher ses examens. Aussi, à l'époque, la Formule 1 était plus dangereuse qu'aujourd'hui. À travers le temps, le nombre de morts sur les circuits a diminué. Les mesures de sécurité sont devenues plus sévères et les pilotes plus compétents. Du temps de Schumacher, les morts étaient déjà plus rares qu'avant, mais il y avait certainement plus d'accidents à conséquences graves qu'aujourd'hui. Tout le monde se rappellera sans doute de l'accident de Niki Lauda, antérieur, mais pas tant à l'époque de Schumacher, c'est-à-dire en 1976. Même qu'en 1985, suite à la mort du pilote allemand Stefan Bellof, Jürgen Dilk, homme d'affaires local qui finançait les courses du jeune Schumacher, reconsidère son soutien financier. Schumacher n'en est encore qu'aux courses de karting, mais il y va fort dans les virages, trace déjà vers un avenir en Formule 1 quand Dilk veut le sauvegarder d'un destin potentiellement tragique. Schumacher va même promettre de ne pas devenir pilote de Formule 1 pour continuer son rêve de devenir pilote de Formule 1. Néanmoins, on peut préciser que c'est ce même versatile Jürgen Dilk qui lui obtiendra une séance pour qu'il fasse ses premiers pas en Formule Ford 1600, catégorie dans laquelle il obtiendra bon nombre de victoires, ce qui lui vaudra ensuite d'être repéré par Willy Weber, de progresser sa carrière en Formule 3 et éventuellement d'arriver en Formule 1. Et une fois en Formule 1, on lui surnomme rapidement le petit Mozart en raison de son talent. Mais rien ne lui a été donné. Lorsqu'on pense à Schumacher, on pense à un champion dominant, mais ce n'était pas une affaire réglée d'avance, loin de là. Une chose incroyablement difficile pour Schumacher a dû être de concourir contre Ayrton Senna et de s'insérer à son tour dans une équation fatale avec ce dernier, pour donner lieu à une espèce de pseudo-rivalité, parce qu'on peut unilatérale, plus potentielle que réalisée, avec son idole. Je spécule humblement que c'était parce que Senna était son idole que les choses ont pris une telle ampleur. Quand Schumacher gravissait les échelons, celui qu'on surnommait le professeur, Alain Prost, un Français d'ailleurs, donnait les cours, disputant des rivalités acharnées contre Ayrton Senna et Niki Lauda pour devenir quadruple champion du monde. Mais dans l'ombre de la dispute furieuse entre Senna et Prost, Schumacher et Senna se querellaient aussi. Pour Senna, Schumacher représentait un renouveau impétueux et indésirable. Réciproquement, aux yeux de Schumacher, Senna représentait le vieux lion. Si son ambition était bel et bien d'être le meilleur coureur, cela impliquait de fait de s'en prendre à celui qui considérait le meilleur. Si l'on peut dire que tout a commencé le jour où le père de Schumacher l'a amené voir le championnat du monde de karting à Nivelles en Belgique, où il voit pour la première fois Senna, la rivalité est bel et bien entamée en 1992 au Brésil, sur le circuit d'Interlagos, où Schumacher défie Senna sur la piste et par les médias. J'étais plus rapide que lui et il a joué une sorte de jeu, ce qui m'a surpris, je ne m'attendais pas à ce genre de pilotage de la part d'un triple champion du monde. Lors des 10 premiers tours, il allait aussi vite qu'il pouvait, mais ensuite ce fut très difficile pour moi de doubler. Il freinait dans le virage lent, puis accélérait et s'échappait dans la ligne droite. Finalement, quand il m'a permis de dépasser, il a pris l'aspiration et m'a redoublé. Ce style de pilotage a donné aux autres derrière moi l'opportunité de me doubler et ça me contrarie. On peut alors bel et bien constater
qu'une question d'âge entre en jeu, des dynamiques éternelles de garçon qui veut se prouver face à l'homme dominant, quand Senna le traite justement de jeune idiot en réponse. Encore aujourd'hui, ce genre de remarque est commun. Je veux dire, récemment, une interaction de la sorte a pris lieu entre Norris et Lewis Hamilton. Vous êtes rapide, ce à quoi Norris a répondu, tu avais une voiture rapide il y a 7 ans. Hamilton a alors répondu par un petit coup de gueule en disant « C'était il y a une éternité, tu étais encore là il y a 7 ans ?» Norris a répliqué en disant « Tu avais une voiture rapide, tu en as tiré le meilleur parti, et maintenant, c'est nous. » Rétrospectivement, Hamilton a commenté sur l'incident en disant que ça le gênait pas trop, qu'il avait 40 ans, et qui se rappelle ce que c'était que d'avoir 20 ans. Plus tard, à Magny-Cours, notre incident prend lieu. Il y a un accrochage entre Senna et Schumacher dans un virage. Senna n'est pas content. Il confronte Schumacher quand la course est interrompue en raison de pluie. Et après la course, Schumacher présente ses excuses à Senna. Et cela nous amène à la saison de 1993, où il y a aussi des histoires d'écurie. La rivalité entre Senna et Schumacher se développe encore un peu plus, dans la mesure où elle est superposée d'histoire d'écurie. En fait, la saison est biaisée dans la mesure où Prost fait de la politique, une fois de plus, jusqu'à se positionner parfaitement en signant avec Williams pour obtenir un avantage technologique tellement immense que la saison est courue d'avance. C'est une saison fantastique sur le plan sportif, mais peut-être encore plus sur le plan humain. Et ça ne s'oublie pas, et ce sont des sentiments très très forts. Donc ce qu'on a réussi sur la piste, c'est bien, mais ce que l'on ne voit pas, ce que les gens ne voient pas en dehors, c'est aussi très très important. Et si Benetton, c'est-à-dire Schumacher et McLaren, c'est-à-dire Senna, se chamaillent, ce n'est pas pour la première fois détenu par le professeur, détenu par Williams, qui occupe aussi la 3e place avec Damon Hill. Mais vu qu'Alain Prost a rapidement devancé la concurrence, on attribue plus d'importance à la concurrence entre Schumacher et Senna, sachant d'autant plus que Schumacher aurait eu un avantage technologique sur Senna lui-même aussi, même si moins que Prost. En tout cas, en 1993, la rivalité entre Senna et Schumacher est aussi une rivalité entre Benetton et McLaren, ce qui renforce et augmente les enjeux. Senna a sans doute un peu parano aussi, en raison du fait que Prost a un tel avantage qu'il ne peut rien faire pour le rattraper, abaisse l'écurie Benetton qui a financé le développement de nouveaux moteurs Ford et s'accapare le moteur dernière génération, comme McLaren doit se contenter d'une version également fournie à Minardi et Lotus. En Formule 1, on parle souvent de matériel versus pilote. À quel point est-ce que la voiture joue ? Il n'est pas question seulement de la performance du pilote, mais c'est aussi une course technologique. Lorsqu'Hamilton a gagné ses championnats, était-ce en raison de la voiture ou de ses capacités à lui ? C'est la pique que lui a lancé Lando Norris. Après tout, tu avais une voiture rapide, donc tu étais rapide. Cool down room time. You had a fast car 7 years ago. 7 years ago. You had a quick car. You made the most of it. No, it's us. I wasn't complaining. I was just complimenting your car. La vérité est nuancée, je suppose, parce que les pilotes les plus rapides sont activement recherchés par les meilleures écuries. Donc, en théorie, le meilleur pilote est combatté des meilleures équipes. Parfois, on voit des exceptions. Checo qui a conservé sa place sans doute parce que populaire et vendait de la marchandise, ce qui apporte aussi un soutien financier. On voit le milliardaire Stroll qui a acheté une équipe pour placer son enfant dans un des sièges. Mais la Formule 1 mesure tout et est pleinement concentrée sur les nombres. Au minimum, des capacités remarquables seront de fait remarquées. Durant cette saison de 1993, Senna montre à la fois les limites de l'avantage matériel et du pilote. Si Schumacher concourait avec du matériel de merde et remportait des courses pendant son enfance, Ayrton Senna lui montre qu'il joue maintenant dans la cour des grands. Sous la pluie, la météo même qui favorise l'expérience, le savoir-faire et limite l'importance du matériel, la météo préférée d'Ayrton d'ailleurs, ce qui dit beaucoup, Senna remporte le Grand Prix du Brésil, même quand désavantagé physiquement, avec des bras qui tenaient à peine le coup du rythme, quand Schumacher termine 3e. Toutefois, il ne gagne cette course que parce qu'Alain Prost, qui était en pole position au départ, n'était plus sur le circuit suite à un accident, après avoir roulé sur du débris. Puis, la saison 1994, à l'approche de laquelle Alain Prost prend sa retraite à la bonne heure. In July, that could have been my last season. I was starting to think about if I was world champion to stop being a world champion, and that was really a wish of winning this race in Manicourt in front of the French public and knowing that maybe that would be the last one. Senna intègre Williams pour bénéficier des mêmes avantages dont profitait Prost.
Prost et Schumacher affichent de superbes chronos. Le petit nouveau commence à bien prendre ses marques et affiche des résultats impressionnants. Le petit twist qui fait que ce sera finalement à la fois la conclusion la plus définitive et ambivalente qu'on puisse imaginer, et en face un arc particulièrement difficile pour Schumacher, c'est que suite à la mise à jour du règlement, Senna ne bénéficiera pas des avantages technologiques qu'avait Williams, qu'avait Prost la saison avant, et qui se retrouve même avec une pire voiture qu'avant, sa Williams largement inférieure à la McLaren qui conduisait. Ainsi, si jusqu'en 1994, la rivalité Ayrton-Schumacher s'est déroulée dans l'ombre de d'autres en termes d'enjeux de championnat, surtout cimenté par leur conflit sur le circuit et en dehors, le conflit entre les deux écuries, mais Senna bien au-dessus, en deuxième position, avec du matériel moins performant que celui de Schumacher. Là, les couverts sont mis et les gens se demandent qu'est-ce qui pourrait bien advenir de la première position. Dû au résultat de Schumacher lors des essais hivernaux, dans l'attente, on s'impatiente du duel Senna-Schumacher qu'on pense les meilleurs pilotes du monde actuels. On a utilisé le mot rivalité et il semblerait enfin que tout soit fin prêt pour la vraie entame de celle-ci, aussi au niveau des résultats, au niveau d'enjeux de championnat, avec des matchs serrés pour complémenter la guerre psychologique déjà bien établie. Ce que, à l'entame de la saison, Schumacher démontre, donnant raison aux considérations en remportant les 2 premières victoires de la saison. Ce que, à l'entame de la saison, Senna démontre bataillant son matériel de merde pour donner du répondant lors de la 3e course, en menant la danse, première position, Schumacher derrière lui, jusqu'à ce que... Senna bateu forte. Alain Prost, bonsoir. Bonsoir. Les derniers mots de Senna lors de la reconnaissance qu'il avait fait pour TF1 étaient pour vous. Il avait dit « Hello Alain, I miss you, tu me manques ». On connaissait votre rivalité, mais on sait aussi qu'il y avait beaucoup de respect de part et d'autre. Oui, il y a toujours eu certainement un respect mutuel énorme. C'est vrai que ces derniers temps, il n'a jamais été aussi proche de moi, enfin, n'a jamais été aussi proche parce que le fait que j'ai décidé d'arrêter l'année dernière, et bien toute cette rivalité sportive et même extra-sportive qui était presque à un moment exagérée par certains parce que ça arrangeait aussi beaucoup de monde, elle est tombée du jour au lendemain, du jour où j'ai décidé d'arrêter. Je ne dis pas qu'on est devenus amis, mais c'est vrai que ce qu'il a fait dimanche matin, ça m'a beaucoup surpris. Moi-même, je ne vais jamais serrer la main à un pilote. Je suis allé dimanche, juste avant la course, lui serrer la main, lui souhaiter bonne chance. Et j'en ai pas dormi de la nuit à cause de ça. C'était troublant. Mais c'est vrai que dans ses yeux et dans son comportement, c'était très très différent de ce qu'on a connu il y a quelques temps quand on était rivaux sur la piste. On est monté sur le podium, on nous a dit il est dans le coma. Mais le coma, ça peut être beaucoup de choses. Il peut s'en sortir le lendemain et parce que tu ne crois toujours pas la situation est particulière ou très grave, tu ne l'imagines pas. On a vu tellement d'accidents comme celui-là, même pire, raconte-t-il. Et Schumacher disait qu'il fallait arrêter la course à partir du moment où il y a eu... vraiment un problème de décence et c'est vrai que, bon, personnellement, j'aurais été démoni avec la même voiture sans savoir exactement ce qui s'était passé sur la voiture de Senna, j'aurais jamais pris le départ. Je pense que j'aurais aimé que mon équipe me demande de ne pas prendre le départ et surtout quand j'ai vu ces mécaniciens à terre dans les stands, là je crois vraiment qu'à 10 tours de la fin, on aurait pu arrêter la course. D'un point de différence avec Damon Hill, Michael remporte la saison 1994 en raison d'un accident polémique. Et quelle année ça a dû être pour lui. Le mélange d'émotions qu'il a dû ressentir cruellement, l'année où il devient champion Formule 1 pour la première fois de sa vie, et aussi celle où Senna meurt. What happened there is just when I talked about nightmare before, then I have to say it's in the other direction, and all of us know what kind of feelings we had to make. Et finalement, la rivalité Senna-Schumacher est surtout légendaire en ce qu'elle est quelque peu fantomatique. Ça relève du ce qui aurait pu être. Il y avait tous les ingrédients, les plats étaient prêts, mais les serveurs s'en mêlent les jambes et les assiettes s'éclatent par terre. Ce qui donne lieu à un questionnement discréditant des médias aussi. Est-ce qu'il est devenu champion Formule 1 pour la première fois de sa vie, justement parce que c'est l'année où Senna meurt? Est-ce qu'il est devenu champion du fait d'avoir triché? Aurait-il provoqué l'accident avec Damon Hill intentionnellement? Certainement des questions qui ont dû lui traverser l'esprit lui aussi. For me, it was always clear that
not going to win the championship, and it's Ayrton who is going to win the championship, but he hasn't been there for the last races, and I'd like to take this championship and give it to him. Une chose intéressante à noter. Ce n'est pas comme si c'était une erreur de pilotage qui a causé la mort de Senna. C'est probablement une défaillance au niveau du matériel. Sinon, quitte à être cruel, on aurait pu dire que Schumacher était le meilleur pilote des deux parce qu'il n'a pas eu d'accident fatal, parce qu'il est resté en vie. Mais il apparaît plutôt que Senna, conduisant parfaitement comme il le faisait avec sa McLaren, s'est pris le mur parce que sa voiture a dysfonctionné, parce qu'elle n'a pas tenu le coup du rythme imposé. Vous n'avez pas d'idée justement sur la manière dont ça a pu se passer, parce que vous avez connu les Williams Renault. Connaissant le virage, c'est pas du tout une erreur de pilotage, c'est pas du tout un endroit où il aurait pu faire une erreur de pilotage, en tout cas ça se serait passé différemment. Donc c'est certainement une rupture mécanique au moment où la voiture est inscrite dans la courbe, à un moment où il y a une petite bosse, et là il perd le contrôle. C'est le cas typique et le plus grave bien entendu, parce que le pilote ne peut absolument rien faire, ni coup de frein, ni coup de volant à une vitesse entre 250 et 300 km/h. Faire face à ces questions de légitimité quand il doit faire son deuil n'a pas dû être évident. Lorsqu'on apprend le décès d'un proche, la douleur provient aussi du fait qu'on tue une partie de nous, qu'on nous met face à notre propre mortalité. La mort d'Ayrton Senna, un des coureurs les plus talentueux de la Formule 1, est une mort dans laquelle Schumacher ne pouvait que se retrouver pour conscientiser davantage encore les dangers de la profession tout en concourant dedans. Toutefois, c'est dans ces conditions que Schumacher devient champion en 1994 et on ne peut que spéculer si cette difficulté a fait de lui un meilleur coureur. Certainement, c'est quelque chose qui lui est resté. En tout cas, le spéculateur en moi émettrait qu'il a retenu une leçon très importante de l'accident de Senna. Quand on imagine Schumacher, quand je m'imagine Schumacher, c'est dans une voiture rouge resplendissante. Très tôt, on a appelé Schumacher le petit Mozart. Au sommet de son art, je m'imagine le baron rouge mettre à terre la compétition. Je l'imagine vertueux, sans égal. Mais pour faire ceci, il a fait un pari fou. Suite à sa victoire en 1994 avec Benetton, il est redevenu champion en 1995 sous la même bannière. Mais en 1996, quelque chose le pousse à changer de camp. En NBA ou au foot, on entend parler d'équipes superstars où on achète tous les joueurs nécessaires pour gagner le championnat. Mais là, Schumacher délaisse son équipe pour aller dans une autre, sur le papier moins bonne. En 1996, Schumacher rejoint Ferrari. Je pense que comme il a vu Senna rejoindre l'équipe numéro 1, seulement pour se voir ôter le tapis sous les pieds et tomber sur la tête, je m'excuse si la métaphore trivialise un peu sa mort pour le coup, je m'excuse rarement nos Français, mais là, pour le coup, ce n'est vraiment pas le but. Schumacher a décidé de rejoindre un projet dans lequel il pouvait croire. Après, s'il disait chercher un défi, on peut évidemment spéculer que l'argent a joué un rôle non négligeable aussi. En tout cas, les débuts étaient difficiles, sans doute frustrants, donc s'il cherchait un défi, chose faite. The money is one part. I want to be paid what I feel I should be paid for the job I'm doing compared to other racing drivers, and that feeling I have here, plus I have the feeling I'm able to do a good job, the job I want to do. Maybe not this year, but hopefully next year. But this kind of motivation was exactly the thing I was looking for. I was not looking for an easy job where I sit in a car and I'm going to be able to win every race, or where people at least expect me to win every race. That is not the kind of challenge I'm looking for. I really want to fight hard for the victories as I have done always in past. 1996, il parvient à atteindre la 3e place du championnat des pilotes malgré la qualité ou manque de qualité de sa voiture. 1997, il aborde l'ultime course de la saison avec un point d'avance sur Villeneuve. Lorsque ce dernier attaque pour devancer Schumi, conquérir la première place au classement des pilotes, Schumacher accroche Villeneuve, ce qui suscite une énorme polémique, ainsi que la disqualification de Schumacher et la sacralisation de Villeneuve comme champion. En 1998, il est battu au championnat dans l'ultime course de la saison, cette fois par Mika Häkkinen. En 1999, Schumacher est victime d'une fracture de la jambe. Mais tout ça, ce n'est que pour donner sur les années les plus dominantes de Schumacher, c'est-à-dire les années 2000. L'année 2000, il devient champion du monde avec Ferrari pour la première fois. En 2001, 9 grands prix et le titre. En 2002, jamais un pilote n'avait été sacré aussitôt. En 2003, il décroche le titre malgré les efforts de Kimi Räikkönen dans le dernier Grand Prix de la saison. En 2004, saison de tous les records. Schumacher gagne 13 des 18 courses et devient septuple champion du monde. Alors, il est au sommet de sa carrière et s'il ne gagnera plus aucun championnat par la suite, c'est un déclin de 2 années avec aussi une voiture moins performante. En 2005, il termine en 3e place et en 2006, il termine en 5e place. Et bon, où trouver de la motivation
la motivation de continuer à ce moment-là. Pour être champion du monde, cette fois, il faut déjà tout avoir donné. Puis pendant ces années-là, il dépasse tout de même le record de pole position d'Ayrton Senna et gagne les Grands Prix d'Italie à Monza avec une Ferrari. Mais l'ironie tragique qui conclut le spectacle et transforme le drame en tragédie, c'est qu'après avoir accompli tout ceci, s'être retiré de la Formule 1 sans imiter une fin à la Senna, il finit tout de même dans le coma, fameusement par un accident de ski. Aujourd'hui, s'il est sorti du coma, il est sorti il y a longtemps, en 2014 je crois, et il n'est tout de même pas en bon état. On n'a pas de nouvelles depuis, ce qui veut dire qu'il est certainement en mauvais état et on ne peut que lui souhaiter le meilleur, tout en sachant qu'il n'y a sans doute pas grande raison d'être optimiste. La carrière de Schumacher restera toujours contrastée par ce mystérieux accident de ski, je pense, qui contraste l'héritage, le si grand héritage d'une telle légende par quelque chose de si aléatoire, si humain, presque de manière à montrer la fragilité de tout être. Peu importe qui on est, ce qu'on a fait, personne n'est surhumain, sauf peut-être le temps de quelques courses.